Je vais commencer par une première présentation des changements de l'univers de jeu. Je n'expliquerai pas l'entièreté de l'univers de jeu au sens où je ne commencerai pas aux bases fondamentales, comme on pourrait faire avec un nouveau totalement néophyte de l'univers, mais je vais quand même essayer d'expliquer les ramifications du tout. Donc, je vais surtout vous présenter qu'est-ce qui va changer entre le dernier chapitre, donc qui s'est terminé en juin dernier, c'est cela, et qui va continuer donc prochainement, la première activité en octobre. Alors, premier grand changement, ça ne touche pas vraiment l'univers de jeu, mais c'est plus au niveau de l'organisation des informations. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui avec les différents onglets ici. C'est que toutes les informations qui étaient auparavant sur la base de données, qui étaient affichées sur la carte interactive avec des petits drapeaux, là, je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça, bien, le gros chaos de petits drapeaux. Donc, on prend tout ça et on les ramène sur le site Web. Donc, le site Web qui est un peu plus les aspects d'un wiki d'une certaine manière et qui permet surtout de faire des fonctions recherche pour, par exemple, chercher le mot « blanc-givre » et de découvrir tout leur horrible crime. Donc, en ayant comme ça va vraiment faciliter beaucoup la recherche, beaucoup la consultation de l'information. C'est ce que vous allez voir par la suite. Donc, tout d'abord, premier élément, donc entre le dernier chapitre et celui qui vient, donc qui va commencer, on fait un saut de 2 ans et demi. Un beau chiffre rond. Pourquoi? Le « et demi », c'est entre juin et octobre, bon, entre l'été et l'automne. Et le 2 ans, ben, c'est juste pour nous ramener à une date qui fit avec la vraie date dans la vraie vie. Fait qu'on va être en 383, 23, 2023. Les événements historiques qui sont survenus justement depuis 2 ans et demi ont été rassemblés dans un texte qui s'appelle justement l'Aube. Comment j'appelais ça? Excusez. L'Aube des peuples, je l'ai écrit il y a longtemps. Donc, dans l'Aube des peuples. Pourquoi? La grande caractéristique, c'est que, essentiellement, les différentes régions, les différents anciens Palatinats, anciennes provinces du royaume se rappellent de qui ils sont, d'une certaine façon, et pour plusieurs, réacquièrent une certaine forme d'indépendance. Donc, c'est quoi la grande différence? Bien, c'est ce qui a été changé ici. Donc, avant, c'était écrit un royaume unifié. Maintenant, c'est écrit un royaume éclaté. On passe vraiment à un royaume qui est justement davantage divisé, avec certaines provinces qui deviennent indépendantes, que ce soit en tant que duché, en tant que principauté, en tant que d'autres choses. Je reviendrai par la suite sur chacun. Mais donc, il est davantage divisé en ce sens-là. La première région sécessionniste, là, on va beaucoup dire le mot sécessionniste, c'est Fel. Donc, au dernier chapitre, les gens ont quand même beaucoup frappé sur Fel, hein? C'était intéressant. Donc, le duché de Fel s'est un peu tanné à un certain moment donné, puis un peu lancé le bal, justement, des espèces de vagues de sécession, d'indépendance des régions. S'en suivit, donc, le Val-de-Ciel, par la suite Corrèze, par la suite Castelmer, etc. Je vais y revenir par la suite. Donc, à ce niveau-là, est-ce que la reine existe encore? Parce que la reine, dans l'espèce de setting de base qu'on avait, c'était l'autorité toute puissante au palais. On ne parle pas, on ne la regarde pas trop, elle ne parle pas elle-même, puis tout ça. La reine demeure, sauf qu'elle n'est plus une reine temporelle, au sens où elle ne dit plus aux gens comment faire leurs lois dans leur région, dans leur province. On va l'appeler plutôt la divine, au sens, ouais, on l'appelait déjà un peu de même, mais ça va être juste ça à cette heure. Fait que c'est la divine Adriana. Donc, il reste en place, mais davantage là comme une autorité spirituelle. Donc, un peu, on pourrait quasiment dire comme une papesse, d'une certaine façon. Donc, l'idée étant que même si on divise toutes les régions du royaume en plusieurs provinces indépendantes, bien, on reste quand même toutes des Sélésiens. Ça ne change pas. Vous restez des Sélésiens. Ça nous permet de nous rassembler de nouveau, justement, au Palais d'Ir. Et qu'est-ce qui garantit la sécurité? Bien là, on retourne à nos vieilles traditions du premier et du deuxième chapitre. C'est le pacte du vin. Ah, l'affaire qu'on prisait tout le temps. Donc, il dit, une espèce de tradition ancienne, qui dit que du moment que quelqu'un boit la première coupe de vin, la première gorgée de vin, peu importe, il est inconcevable de faire violence à autrui. Sinon, ben là, t'es maudit pour des générations et des générations, puis tout le monde croit à ça, là, c'est vraiment important. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de la foi, le grand changement, je ne l'ai pas mis là, c'est ça. On reste encore donc dans la foi unique au niveau de l'univers de jeu, donc c'était encore la foi sélésienne. Par contre, le principe des chapitres de la foi, comme on avait, c'est ça, il n'y a plus de chapitres, mais on garde quand même la foi unique. Donc, on en arrive davantage à une espèce de clergé commun central à toutes les provinces indépendantes. Donc, si je vous donne une inspiration, on ressemble un peu plus à ce qu'on aurait, par exemple, une espèce de Moyen-Âge, pas Moyen-Âge, mais Europe, fin Moyen-Âge, Renaissance. Donc, on a plein de pays divisés, avec au cœur, qui sont tous des catholiques, des chrétiennes à l'époque, donc qui sont des chrétiennes, et on a le pape à Rome, la papesse ici dans la cité d'Ir, donc qui peut intervenir au niveau religieux un peu partout. Donc, au niveau des régions, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un petit bref moment historique. Le tout s'est fait il y a 1 an de ça, quand on a commencé, donc en 382. Il y a eu le concile d'Adriana. C'est à un moment donné, tout le monde était en train de se séparer du royaume, et puis là, Adriana, elle a fait « Ouais,
pas cool, ça. J'étais en train de perdre tout ce que j'ai. Fait qu'elle a organisé le concile. Donc, tout le monde, pour la première fois depuis la dernière réception qu'on a faite en juin dernier, sont allés là-bas, sont venus dans la Cité-Dire, ont négocié longuement, très longuement. Tout le monde a fait des concessions et finalement, c'est ça qui est accepté. Donc, les régions sécessionnistes ont été reconnues et ont obtenu leur autonomie. Les régions non sécessionnistes, c'est quoi? C'est l'Or, Salvamer, Avor, le Sarénard et la petite crotte de Pireille. Tout petite. Eux, ils ne sont pas indépendants, ils regagnent leur statut de Palatinat. Donc, pour ceux qui étaient là dans les chapitres précédents, donc les provinces s'appelaient des palatinats, donc on revient à ça. C'est comme un peu l'espèce de loyauté envers la divine, la couronne. Donc, c'est des palatinats. Et en ce sens, elles se déclarent protectrices de la divine. Donc, ces régions-là, si on peut dire, au début du jeu, vont être davantage, pas alliées, mais sympathiques les unes aux autres et sympathiques à la divine, à la couronne. Tandis que Fel, mettons, moins. Les armées et flottes royales, donc tout ce qui était des régiments avec les militaires, ça retourne sous le contrôle des diverses provinces. Donc, il n'y a plus de flotte royale. Sauf celles qui sont dans l'Est-Dire et dans les domaines divins. Oui, c'est ça. Dans les domaines royaux, mettons, on va dire ça encore. Donc, qui sont le bataillon sacré et l'escadre royale. Donc, ça reste encore. C'est eux qui font la loi dans l'Est-Dire, d'ailleurs. Je vais venir après à l'Est-Dire. Et la justice laïque, et ça, c'est quelque chose qui va être assez important pour les aspects criminels et tout ça. La justice laïque, c'est au contrôle des régions. Donc, c'est les ducs, les comtes, les seigneurs qui font la justice laïque. Ce n'est plus les religieux. Et qu'est-ce qui établit un peu la religion, qu'est-ce qui fait valoir les dogmes de la foi un peu partout? C'est l'Inquisition qui désormais peut, elle, agir au niveau des crimes religieux partout dans le royaume. Mais ça veut dire aussi que c'est un peu le retour justement des congrégations religieuses. Si vous vous rappelez du chapitre 1 et 2, il y avait des congrégations religieuses, la Compagnie du Homme, les Oblats hospitaliers. Finalement, des gens qui avaient comme des façons de voir le monde, là, qui se disaient « Nous, on est là pour protéger les pèlerins. Nous, on est là parce qu'on aime lire le livre. » on va pouvoir ramener ça, ça permet de ramener ça par la bande. On va se battre pour d'autres choses. Donc, si vous vous rappelez, au niveau de la Cité-Dire, la dernière activité, c'était un peu le chaos. Je veux dire, il y avait une espèce d'émeute un peu partout. Puis là, c'était le peuple contre la noblesse militaire qui faisait un putsch versus la reine. Puis finalement, c'est comme la reine avec Narcisse et leurs comparses qui ont un peu maté les autres. Donc, conséquence du tout, dans la Cité-Dire, c'est désormais la divine qui règne en en maîtresse absolue. Donc, jusqu'à présent, on était un peu dans l'idée que la Cité-Dire était un peu le chaos. Là, je veux dire, les quartiers se géraient comme ils voulaient, puis tout ça. Maintenant, on passe en mode de bataillon sacré se promène, puis il a fait la loi. On passe d'un jeu qui était comme unipolaire, d'une certaine façon, c'est vraiment avec les intrigues de la cour et tout ça, à un jeu multipolaire où il y a plusieurs forces, plusieurs puissances qui peuvent lutter les unes contre les autres. Donc, si vous étiez là au chapitre 1 puis 2, on retrouve un petit peu cette touche-là qu'il y avait. Sur le site web, la merveille de la chose, il y a plein de cartes à cette heure. Toutes les cartes sont toutes comme divisées, on ne voit pas tant, il fait encore jour, mais toutes les cartes, j'ai toutes divisées en espaces, ce qui permet de vraiment bien voir. T'as-tu une souris, Carl? Es-tu capable, comme mettons, d'aller juste sur un ensemble? Ouais, voilà! Fait que là, quand on clique dessus, ça nous amène à l'endroit. Vas-y pas, je ne l'ai pas écrit encore. Elle est belle la page, mais touchez-y pas. Non, je ne l'ai pas écrit, c'est encore là. Les étrangers, je commence par le royaume, on va finir avec les autres. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est une carte du monde. Tout est divisé un peu du monde connu. Alors, ce qu'on voit, je vais y aller un petit peu plus dans le détail, qu'est-ce qui est changé au niveau de l'univers de jeu un peu partout. Donc, au niveau du monde connu, ce qu'on voit, le Vinderin, au niveau du Vinderin, le nord, l'espèce de grosse patente au nord, ça reste relativement similaire, sauf que, si vous en rappelez, on était en train de faire un mariage avec la reine. Fait que ça va se concrétiser, mais je vais vous en reparler tantôt. Ensuite, le Vinderin, c'est le seul qui ne change pas, il est chanceux. Ensuite, Ardaros. En Ardaros, c'est un peu la suite de ce qu'on avait. Donc, Ardaros reste, mais il y a une nouvelle secte, si on peut dire. C'est finalement les conséquences de la guerre avec l'Ardaros qu'il y a eu, une espèce de mouvement qui est né à Ardaros, qui sont les Ardarosiens sont des individus plus protecteurs, qui protègent leurs terres. Habituellement, ils restent chez eux et ils ne bougent pas. Et eux, cette nouvelle gang-là, c'est plus des expansionnistes religieux. Fait qu'eux, ils disent vraiment, il faut protéger partout là où le feu d'Ardar a brûlé. Alors, brûlons tout et le feu d'Ardar sera partout. Fait que tout ça pour dire, sans aller trop dans le détail, que c'est finalement, il y a une espèce aussi de dualité, de tension aussi dans les autres nations. Au niveau du Silude, quand on va plus à l'ouest, c'est complètement pété. Au début du dernier chapitre, c'était l'Empire du Bouc, puis il y a du monde qui sont allés jouer pas mal là-bas. Puis là, ils ont semé des révoltes, puis tout ça. Fait que là, l'Empire du Bouc existe encore un petit peu. En vert, je pense, c'est supposé être juste à côté les peuples libres. Fait que ça, c'est les rebelles.
Puis au milieu, fait que ça c'est ceux qui s'étaient rebellés, puis au milieu, ben, c'est la Légion de l'Harmattan. Fait que c'est cette dernière action qui a été faite. Finalement, c'est des gens qui disaient « Hey, aidez-nous à faire un coup militaire, un putsch. On va pouvoir renverser le nouvel empereur, puis prendre la place. » Puis il y a des gens qui leur ont donné une fausse bombe. Fait que le putsch n'a pas marché. Fait que maintenant, il y a une gang de plus. En mauve, on a... Avant, on les appelait les éveillés sanguinaires. Maintenant, ils ont acquis le qualificatif beaucoup plus noble de horde d'Oratot. Donc, on va le voir tantôt avec Corrèze, mais essentiellement, ils ont remonté, tu sais, la campagne militaire qu'il y avait, puis tout ça, la bataille, ben, ça s'est passé puis pas passé. Fait qu'ils ont remonté puis sont rendus à Corrèze, mais c'est là. Mais par contre, je sais qu'au dernier chapitre, les éveillés sanguinaires étaient assez difficiles de parlure, mettons, parce qu'ils étaient cannibales. Mais donc, ça va donner une nation à part entière que vous allez pouvoir négocier avec, discuter avec et tout ça. La grosse affaire en rouge en bas, c'est des territoires inexplorés, fait que ça, c'est pas. Et l'autre point important, si on va juste en bas à droite, c'est Ascandia. Donc, Ascandia, vous voyez, est divisé en deux. Donc, d'un côté, il y a la nouvelle Salvar, c'est ça, qui est une colonie davantage dépendante de Salvamer et de leurs alliés qui sont plus, disons, sur la recherche, la compréhension de la faune, la beauté, des branchis-bouchés, tout ça. Puis, de l'autre bord, on a la colonie du Fort Saphir, qui est une colonie du Duché des Crânes, qui ont comme installé sur un gros bateau forteresse flottante, puis eux autres, c'est l'inverse. Fait qu'eux autres, c'est plus genre, on est militaire. Fait que le but, c'est d'apporter un peu cette notion de colonisation et de querelle en colonisation, donc on pouvait avoir avant. Donc, deux façons de voir les choses. Par contre, vos personnages ne peuvent pas venir de là. Alors, ici, on a la carte du royaume, c'est le même principe. Alors, on a les différentes régions. Ceux qui sont déjà venus, vous les connaissez. Alors, l'idée avec les contrées étrangères, c'est aussi qu'il y a une espèce de d'alliance avec l'étranger. Donc, d'aller chercher des liens avec des nations étrangères. Et par exemple, si le Silude est divisé en trois, bien que, admettons, Fell est allié avec l'Empire du Bouc, Corrèze est allié avec les peuples libres, et puis là, on se ramasse... Non, c'est un beau préambule de guerre mondiale, là, mais c'est ça. Ça permet d'ajouter une couche de politique de « OK, ouais, mais si on les attaque, peut-être qu'on va avoir la secte d'Arosienne aussi sur le dos, puis enfin, c'est créé tout ça. » Alors, on a différentes régions ici, voilà. Les territoires n'ont pas vraiment changé, c'est plus ce qu'il y a à l'intérieur que ça a changé. Alors, Avor, je rappelle, Palatinat d'Avor, art, fête, carnaval, ivresse. C'est ce qui définit Avor. Avor n'a pas été beaucoup joué au dernier chapitre. Ceux qui venaient d'Avor, souvent, étaient plus impliqués dans Cité-Dire, donc il n'y a pas eu beaucoup d'enjeux proprement avorois. Donc, on joue là-dessus. À la fin du dernier chapitre, mais il y avait beaucoup de monde de Salvamer, par exemple. Puis eux autres, il y avait une alliance avec Avor qui faisait en sorte qu'ensemble, ils prenaient des décisions. Le problème, c'est plus que Salvamer, à un moment donné, c'était juste eux autres qui prenaient des décisions, puis Avor faisait « OK, je vais y aller avec vous autres. » Bien là, il y a un ressac. Donc, étant donné qu'à la fin du dernier chapitre, Salvamer est entré en guerre contre le Duché des Crânes et que ça s'est passé bizarre, il y a eu quelques morts, disons, bien, Avor, il y a un regain de patriotisme populiste après des années dans l'ombre de Salvamer. Donc, on est sous le règne d'un nouveau mécène palatin, donc parce qu'il ne peut pas dire seigneur palatin, parce que c'est pas ça le vrai titre, c'est mécène, mais il a rajouté palatin après pareil, qui est Augusto Fili. Donc, ceux qui se rappellent, les Fili, c'était dans les chapitres précédents, donc c'était la famille palatine depuis des siècles et des siècles, et eux, il y avait un petit problème qui coulait dans la famille, là. Ils prenaient des drôles de décisions, puis ils aimaient voir les gens, c'est ça. Ils faisaient des choses. Voilà. Mais lui, il est correct, lui. Augusto Fili est en parfaite santé, dans sa tête comme dans son corps. Donc, on revient un peu à une mentalité du pain et des jeux. Regain de patriotisme, de populisme. Donc, on arrête d'être dans l'ombre de Salvamer, on essaie de se définir par nous-mêmes, on s'éloigne de Salvamer et on fait tout ce qui est nécessaire pour montrer c'est quoi la vraie Avor, avec sa force et sa joie de vivre. Castelmer. Donc, je rappelle les grandes valeurs de Castelmer. Populisme, cartel oligarchique et ruralité. Donc, Castelmer, longtemps, a été vraiment la province pauvre du pays. Depuis le dernier chapitre, ça a commencé à se rehausser grâce à l'exploitation d'un nouveau filon commercial qui est l'opium. Donc, partout en bas, le mauve, c'est les... comment ça s'appelle? Les cadérines.
donc le comté de Caderine, là où sont cultivés justement le pavot et l'opium. Et donc, essentiellement, au cours des dernières années, c'est comme si les politiciens étaient tranquillement devenus de plus en plus à la solde des producteurs d'opium pour faire une belle oligarchie, mais au nom du peuple. Parce que les producteurs d'opium, c'est des clans populaires, donc c'est des gens qui font quand même partie du peuple. C'est pas des, oui, c'est des riches, mais en même temps, ils sont avec le peuple. Donc, Castelmaire tombe indépendante aussi. Pourquoi? Par opportunisme. Donc, Castelmaire acquiert son indépendance afin de ne plus dépendre du royaume pour son enrichissement. Les producteurs d'opium gagnent en puissance, renforçant les frontières à l'aide de mercenaires. Donc, avant, en haut, ce qui était rajouté dans le Val-Follet, ça appartenait à Fell avant. Puis alors, c'était la place où il y a un monsieur qui s'appelle Ashkanrai. C'est le général qui est avec Fell. C'est un Pyréen qui est un peu spécial. Puis là, essentiellement, à la fin du dernier chapitre, il y a beaucoup de sa reine et de leur roi qui ont voulu aller le tuer. Puis il s'est dit « Ouais, Castelmaire, c'est cool. » Fait qu'il dit « Combien vous me donnez pour que je devienne le protecteur de l'Ouest? » Fait que voilà, maintenant il est avec Castelmaire. Il n'est pas mort. Et il y en a d'autres aussi à l'Ouest. Finalement, toutes les frontières sont protégées par des mercenaires. Ça ne peut que bien aller. Donc, c'est ça. Castelmaire confirme son statut de duché en croissance, mais la corruption semble omniprésente et les cartels se mélangent aux clans traditionnels. Donc, la Cité-Dire, donc ça, c'est tous les quartiers de la Cité-Dire. Et avec l'aide de Phil, qui a fait un beau travail de rédaction, on a tout rédigé les backgrounds de tous les quartiers. Alors, c'est tout clair, on peut tout savoir ce qu'il y a là. Sans revenir sur chacun, donc c'est ça, sous le joug de la divine et du bataillon sacré, la justice y est appliquée par le bataillon qui ne tolère aucun écart aux lois de la divine. En haut, dans le bleu, es-tu capable d'aller dans le bleu pâle, Carl? Le jardin des martyrs. Oui, j'ai appelé ça le jardin des martyrs. C'est un jardin de statues. Essentiellement, il y a une bombe qui a explosé dans les 9 jardins. Donc, une bombe au Horstanium. Fait que ça, c'est les quartiers nobles et puis tout. Alors, ça a comme juste été fauché. Puis par la suite, étant donné que le Horstanium, c'est comme spécial un peu, après, genre, t'as pas le goût d'habiter là. Ça sent drôle. Fait que puis tu meurs éventuellement. Mais il y a un jardin qui a été construit là. Finalement, c'est des statues hyper réalistes des gens qui sont morts. Fait que ça peut être visité. Puis il y a le musée aussi. Il faut aller au musée. Si vous ne restez pas là plus qu'une journée, vous êtes correct. Fait que voilà. Sinon, par rapport, ça c'est la Cité-Dire, mais la divine aussi garde le contrôle de certains domaines dans le royaume. C'est les domaines de la divine. Donc, il y a le palais d'été en Eiffel qui est à l'or. Il y a eu un port, il y a des petits endroits comme ça. Alors, Corrèze, le rouge, c'est plus Corrèze. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Corrèze allait bien, tout était beau. Quand soudainement est arrivée une véritable nuée, marée humaine d'exilés, de réfugiés du Sud, donc appelés les éveillés sanguinaires, parce qu'ils avaient tendance à se peindre du sang de leurs ennemis et dévorer leur chair. Mais ça, c'est juste les soldats qui font ça, c'est pas tout le monde. Il faut les comprendre. C'est leur culture. Donc, ils sont remontés. Et ensuite, finalement, ce qui était à savoir, c'était au niveau de la résistance qui allait être faite, tant au niveau de la campagne militaire qu'à l'extérieur, est-ce que le flot a réussi à être digué, vers où, par où, complètement, etc. Donc, une bonne défense a été faite, ce qui a permis de protéger Porte-Chêne. Donc, bravo, Porte-Chêne n'a pas tombé. Par la suite, Corrèze s'est fait venir en aide par le Val-de-Ciel, ça a permis de garder le sud. Mais malheureusement, ils sont repassés par le nord, fait que le nord, lui, n'était pas protégé. Alors, Corrèze, donc, je rappelle, tradition, superstition, discipline. Donc, une espèce de palatinat, duché, inspiré un peu Frère Grimm, atmosphère Allemagne de l'Est. Et comment ça se fait qu'ils sont indépendants? Le duché, offusqué du manque d'appui du royaume, a déclaré son indépendance. Ces différentes régions ont chacune leurs intérêts propres que la duchesse Port-Roi n'a pas la volonté d'apaiser parce que son fils est mort. Donc, on est vraiment dans une Corrèze morcelée qui ne va pas très bien. Et officiellement, il n'y a pas de paix avec les éveillés, la horde d'Oratot, pardon. Il ne faut pas les nommer. Mais donc, c'est ça. Il n'y a pas de paix, ça va être à faire. Fait que, juste pour préciser, les changements qu'il y a, c'est pas comme si c'est pas un reset ou un changement complet de story, c'est comme si on faisait vraiment un pas en avant puis qu'on consolidait ce qui a été fait dans le dernier chapitre. Le duché des Crânes, donc au sud de Salvamer. Alors, le duché des Crânes, c'est une ligue de corsaires, explorateurs de l'occulte, gens louches un petit peu. Toujours sur la fine ligne de « tu hérétique, ça? » Donc, acquiert officiellement son autonomie, mais est aussi en guerre ouverte avec Salvamer, c'est pas fini. À la suite de l'exécution de Néréa, donc la duchesse des Crânes, donc il y a des Salvamérois qui ont comme brûlé la duchesse. Ils ont implanté une colonie à Fort Saphir, à Scandia, comme je mentionnais tantôt. C'est essentiellement un gros bateau géant qu'ils ont apporté là-bas, puis qui ont dit « c'est notre colonie maintenant ».
Et comme toujours, le duc Scarletin, le duc de Ferne, Scarletin de Ferme, semble être à la recherche de savoir ancien, le duché de Felle. Donc, progrès, patriotisme, hiérarchie. Voilà. Donc, vraiment, la noblesse très structurée. Grand patriotisme felbourgeois. Le duché le plus puissant jusqu'à tout récemment est encore probablement le plus puissant. Il n'est pas vraiment rentré en guerre ouverte encore contre des gens. Ou du moins, il a gagné ses guerres, donc tout va bien. Le duché... Bon, ma prochaine phrase me contredit. Le duché est désormais en guerre ouverte. Contre l'or. Bon, c'est bon. Mais donc, le duc de Felle, encore présent, est en guerre avec l'or, où il a annexé de petits territoires le long de la Laurelane. Son épouse, la délicieuse ville de Lassignon, duchesse de l'or, ont eu un bébé. Pourquoi c'est important? Ben, ça risque d'avoir une importance, c'est que tout débuta il y a 1 an. Donc, il y a eu un contrat de mariage entre le duc de Felle et la comtesse Lassignon de l'Or, les 2 provinces voisines. Et à un moment donné, certains ont réalisé que c'était peut-être dangereux comme mariage, puis que peut-être que l'or allait se faire manger par les vilains felbourgeois. Et aussi, dans le contrat de mariage, il y avait un truc qui prévoyait que le jour où il y aurait un enfant, il deviendrait l'archiduc de Felle et l'Or. Et ça, il y en a qui n'ont pas aimé ça à l'Or. Donc, ça a créé une guerre civile qui a dégénéré, tout ça, qui a fonctionné, et qui a forcé donc Ville de Lassignon à s'exiler jusqu'à Felle, où elle réside encore donc, avec son époux. Le problème, c'est qu'en ayant un enfant, ben, eux autres, ils n'ont pas décroché de l'idée qu'ils étaient mariés et qu'il y avait un beau contrat qui disait qu'il y avait un archiduché. Tout ça. C'est que là, il y a une espèce de petite querelle de prétention. Donc, il y a eu une offensive, on est en guerre froide, ça va pas bien entre les 2 palatinats, disons. Les 2 régions, pardon, le duché de Felle et le palatinat de l'Or. Donc, justement, ce qu'on voit en haut, les petites taches, je sais pas si vous voyez bien, à côté de Guy du Roi, des petites taches rouges. Donc, ça, c'est les territoires conquis, annexés par Felle. Donc, c'est des petites îles, là. Il y a peut-être pas des petites îles. Donc, Bois-du-Duc, Jouvence, l'île de Vastel et Mont. Donc, ça, c'est une ville quand même plus importante qui, elle, a juste comme fait de sécession. L'or, aristocratie, mercenariat, surtout ancienne chevalerie, ancienne famille. Donc, Palatinat, qui était autrefois le cœur du royaume, qui a un peu perdu de son lustre et qui essaie de le regagner. Donc, une espèce de nostalgie d'antan. De nouveau entier, donc la guerre civile est finie. On n'est plus divisé, on a un paquet de petits comtés, un paquet de petites baronnies, mais on est divisé en 2. Il y a le sud et le nord. Le sud appartient au Taurigues, Blangive Taurigues, sous le protecteur Horatio Taurigues, et le nord qui appartient au Lassignon. Et Guy du Roi, qui est un bastion républicain, qui est un peu la zone neutre entre les deux, où est-ce qu'on peut discuter. Et l'intendant du roi, c'est Charlotte Côte-Noire. Donc, l'or demeure entière, au sens où ça reste le palatinat de l'or. Le sud et le nord sont plus en guerre. S'il y a des menaces extérieures, ils s'entraident, tout le monde travaille ensemble, mais ils se gèrent chacun de leur bord pour s'assurer qu'ils se nient plus l'un et l'autre, parce qu'ils ne s'aimaient pas beaucoup, et Lassignon et Taurigues. Donc, le sud, qu'est-ce qui ne va pas bien au sud? Bien, qui ne va pas bien, dépend des points de vue. Ben donc, pendant que l'or s'entretue entre le nord et le sud, il y a des sarènes, donc le sarénard, des chevaucheurs qui se sont dit « Hey, hey! » C'est le temps. Fait qu'ils sont rentrés dans le sud, ils ont ramassé bien des affaires, et entre autres le comté du sud. Tu veux-tu mettre la souris sur l'affaire noire en bas? Qui est le comté de Namur et Léola. C'est ça. Avant, c'était Namur et Fort d'Amboise, mais là, Fort d'Amboise a été renommé Léola, Fort Léola. Et donc, les Leroy du Sud, les Taurigues, sachant qu'ils ne pouvaient pas combattre à la fois une horde du Sud et les Leroy, les Lassignon au Nord, ont comme décidé de faire un deal avec le monde au Sud, les Sarènes, mais les Sarènes étant les Sarènes, ils en prennent large. Puis ils ne respectent pas nécessairement toutes les ententes encore. Mais là, on est rendu là. Fait qu'on va voir ce qu'ils vont faire avec ça. Mais donc, le Sud, les Sarènes ont quand même une part importante. Et au Nord, et aussi au Sud, Felle a pris certaines terres et pourrait lancer des assauts à tout moment. C'est ça. Havre-B, c'est-à-dire? Havre-B, République sereine de Havre-B. Voilà. C'est une république marchande, donc petite île, c'est l'affaire en jaune. Non. Oui, c'est l'affaire en jaune. Celle en vert, c'est à c'est-à-dire? Celle en jaune, c'est l'île Sereine et Havre-B. Donc, république marchande qui vient tout juste d'apparaître. Avant, c'était un peu le Longueuil de la Cité-Dire. Maintenant, c'est rendu indépendant. C'est cela. Donc, c'est rendu une république marchande, petit endroit urbain, assez cossu, assez riche, disons. Ne prend pas le nom de Palatinat, même s'il reste encore fidèle à la divine, comme les autres Palatinats, parce qu'il n'a jamais été Palatinat dans l'histoire. Ça n'a jamais été une région indépendante comme un Palatinat, mais ça s'appelle donc la République sereine d'Havre-B. Donc, petite île à côté de la Cité-Dire ayant une influence politique et commerciale assez grande, la recherche militaire y est importante, tout comme en témoigne la présence d'une forteresse flottante et d'armement nouveau genre. Donc, beaucoup de recherche militaire qui se fait là-bas, commerce avec le Vindérine, en tout cas, voilà. Un peu comme finalement Venise, si on le prend comme une inspiration. Les autres îles aussi sont définies, pas grand-chose à dire, mais essentiellement donc l'île d'Avare, qui est à la Cité-Dire, à la Divine. On a l'île d'Ire.
l'île du Fort, l'île des Anciens et la petite tache rouge à côté, c'est l'ancien site de Jolorion. Jolorion, c'était des ruines antiques donc, qui étaient explorées, qui étaient véritablement un terreau fertile à l'hérésie. Donc, des gens ont décidé de juste comme aller péter les portes, puis maintenant, c'est inondé en dessous de l'eau. Fait que si vous voulez y aller, retenez votre souffle. Pirae. Bon. On va voir ici en rouge, c'est ce qui appartient à Ardaros. Donc, on voit que la conquête a bien fonctionné. Donc, on voit les deux régions. Donc, les Niniraya, donc appartiennent à la lance d'Ardar, les Ardarosiens, et juste au-dessus, les disciples de Murahai, donc qui sont la secte que je vous parlais tantôt. Et sinon, Pirae, essentiellement divisé en deux au niveau silésien. Donc, la petite île d'Ara, en haut à gauche, c'est le Palatinat de Pirae. Donc, ça, c'est vraiment... c'est ça que vous avez négocié. et il y a le petit château à côté, on le voit, là, il est bleu. Là. Il est juste là. Et le château d'Ara. Voilà. Donc ça, c'est le Palatinat de Pirae. C'est un peu symbolique. Et tout autour, ce qui est en coloré, ça, c'est la Ligue indépendante de Kessa. Donc, c'est vraiment, on est dans une autre mentalité. Eux autres sont indépendants vraiment de la couronne. Et davantage, vraiment, c'est un peu comme si on voyait d'un côté... Le Palatinat de Pirae, c'est un peu comme les Pyréens qui ont su embrasser les traditions ébénoises. Et les autres, c'est ceux qui servent un peu plus à rechercher leur tradition ancestrale. Donc, je rappelle, Pirae, donc volupté, perfection, combativité. Donc, le Palatinat de Pirae est sous les Amésailles, qui sont les anciens palatins, comme à l'époque. Et l'autre, le nord et les îles forment la Ligue indépendante de Kessa, qui, elles, sont sous des clans autonomes. Fait que c'est différents clans qui forment la Ligue ensemble. Voilà. Ne sont pas en guerre non plus contre Ardaros. Donc, c'est la paix avec Ardaros, tout va bien. On continue à leur donner un tribut, puis tout était parfait. Salvamer a un peu changé. Le Palatinat est toujours en guerre contre le Duché des Crânes et déploie ses tentacules colonisateurs un peu partout dans le monde. Donc, c'est ce qu'on a vu à Scandia, mais il y a aussi d'autres endroits, mais là, je ne vais pas trop en dire, parce que ça pourrait être découvert. L'alliance entre Avar et Salvamer, donc, qui s'appelait l'Alliance des Mérions, est en train essentiellement de s'écrouler, parce que les décisions se prenaient à l'intérieur du symposium des Justes, qui appelait. Puis il y avait comme le même nombre d'Avarois puis le même nombre de Salvamerois qui prenaient des décisions ensemble. Puis là, depuis un bout, les Avarois, ils vont juste plus. Il dit non, ça ne nous représente plus. Donc, ça diminue un peu les bonnes relations. Donc, autant il est en alliance, maintenant, c'est comme on ne le sait pas trop. Je rappelle le Sarénor, donc les chevaucheurs, les steppes, tout ça. Donc, liberté, robustesse, férocité encore. Donc, plusieurs clans. La grande différence au Sarénor, quand on avait débuté le dernier chapitre, on commençait avec ce qu'on appelait le protectorat de Lorindas, qui était comme une grosse alliance entre Corrèze, le Sarénor, comme tout le sud. C'était comme gros, c'est un héritage du chapitre précédent. Ça a tout éclaté, cette histoire-là. Il n'y en a plus. Donc, Corrèze est redevenue indépendante. Au niveau de Sarénor, ça l'a, tu fais une alliance, il reste juste toi et puis une alliance. Je pense qu'on va revenir un petit peu plus à une dynamique comme on avait justement au deuxième chapitre, parce qu'on a différents clans qui ensemble se reconnaissent quasiment un grand chevaucheur, une espèce de seigneur ensemble. Et historiquement, quand le Sarénor était uni, le royaume d'Ébène tremblait. Fait que les gens ont intérêt à ce que ça ne soit pas uni. Puis là, on est comme dans une phase d'unité. Donc, à la limite, c'est ça. Donc, la colonie de la Terre des Roses, première colonie qu'il y a eu, davantage déborée, vos bonhommes peuvent venir de là. Donc, méfiance, sectarisme, encore les sectes. Sectarisme, communautarisme, terre inconnue, terre difficile d'accès. En plus, il y a vraiment des menaces qui sont dans les territoires des éveillés, qui sont juste là, territoires des éveillés, maintenant appelés Horde d'Oratot. Et donc, mais là, la Terre des Roses, grâce à la défense qu'ils ont pu avoir au dernier chapitre, et au fait que, voyant la Horde d'Oratot, que c'était un peu défendu à ce niveau-là, ils ont comme bifurqué vers Corrèze. Fait que là, ils sont un peu en plus en paix, mettons. Le Val-de-Ciel, principauté du Val-de-Ciel. Donc, pourquoi? Spiritualité, dévotion, prosélytisme, donc un peu le haut lieu religieux du royaume. C'est eux qui font un peu le pied de nez à la cité-dire, à la divine, en tant que, sans le nier ouvertement, parce que ça serait du blasphème, mais qui se disent finalement, à la fin des temps, c'est nous autres qui vont avoir raison. Donc, c'est vraiment des religieux assez intenses. Héloïse Arima, donc désormais princesse du Val-de-Ciel, est assistée par l'Assemblée des Veaux. Donc, se plaçait comme l'héritière des anciens princes et princesses d'Ébène. Avant, c'était des princes et princesses, avant que la monarchie revienne. Et donc, ne reconnaît comme seul maître que le Céleste lui-même. Donc, c'est pourquoi il s'appelle principauté du Val-de-Ciel. Rival spirituel de la divine, obéit quand même à la structure de la foi, mais l'empêcheuse de tourner en rond. C'est pas mal ça qu'il y a eu, pas mal lors du dernier chapitre aussi. Le petit bout rouge. Le petit bout rouge, c'est le Port-Royal. C'est ça, en haut, on se demandait. Donc, le petit bout rouge, Port-Royal de Bossieux. Donc, ça, c'est un domaine de la divine. La divine, elle l'a gagné. Fait que c'est peut-être un sujet de contentieux. Ça nous amène, premier événement, c'est le mariage entre la divine et le roi du Vinderin. Donc, c'est un mariage royal divin, mettons.
C'est un peu la première raison de réinviter tout le monde comme ça dans le palais après 2 ans et demi, qu'il n'y a pas eu vraiment de tractation de réception, parce que tout le monde est un peu en guerre contre tout le monde. Mais c'est un peu donc les espèces de changements généraux. Donc, en gros résumé, on passe d'un royaume unifié avec une seule structure, établit la justice laïque, établit la justice religieuse, tout ça éclaté, et là on tombe plus dans une espèce de continent multipolaire où on va faire des alliances, on va se déclarer guerre, le tout avec potentiellement l'appui des nations étrangères. Donc, ça va être plus violent un petit peu, mettons. Et aussi, comme on va voir dans les règles tantôt, vos personnages vont avoir beaucoup plus le potentiel de devenir importants dans le royaume, étant donné que l'accent est plus ramené sur les régions. Donc, vous allez être moins commencer courtisan pour plusieurs, mais donc, vous allez être moins courtisan puis plus rapidement devenir baron, chef de congrégation religieuse, enfin dans le genre, dans les différentes régions.